Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer. Contrôle routier, cyberinvestigation et démantèlement des plantations. Ce sont les principales opérations de la gendarmerie dans le cadre de Place Nette. Une opération de lutte contre les trafics de stupéfiants à l'approche des Jeux Olympiques. Nos équipes ont suivi les forces de l'ordre le temps d'une journée. Au lendemain de l'annulation par le Conseil d'État de sa loi fiscale, le gouvernement a redéposé à peu de détails près le même texte à l'Assemblée. Il a été étudié ce matin en commission. Mais quelle est la suite? Y aura-t-il des ajustements? L'exécutif et le législatif arriveront-ils à parler d'une seule et même voix? Nous tenterons d'y voir plus clair avec les explications du président de l'Assemblée. Anthony Géros est l'invité de ce journal. Les cantines à l'unisson, c'est un concept calédonien qui pourrait voir le jour au Fénois. Objectif, privilégier les circuits courts pour que nos enfants mangent des plats avec un maximum de produits locaux. Vous le verrez, les élus et services du pays ont fait des rencontres à Rayatea pour que le projet se concrétise. Lutter contre les trafics de stupéfiants, c'est l'objet d'une vaste opération en cours au Fénois. Baptisée Place Nette, elle est déployée dans la perspective des Jeux Olympiques. Ce matin, un vaste contrôle routier a eu lieu à Fa'a. Nicolas Pérez et Mérité Atto étaient sur place. Regardez. À l'image de la métropole, l'État lance ses opérations Place Nette en Polynésie. Un plan zéro délinquance lancé à quelques mois des Jeux Olympiques, ciblant principalement le trafic de stupéfiants. Ces contrôles sont créés pour générer de l'insécurité, aussi bien chez les vendeurs que chez les consommateurs. Et c'est cette insécurité qui fait qu'à terme, le trafic va reculer. Avec quelques petits délits routiers et une saisie modeste de 0,14 g de cannabis, l'opération du jour n'a pas été fructueuse. Mais les services de sécurité de l'État ont en revanche obtenu de belles prises en une semaine de temps. Avec plus de 92 opérations menées pendant la semaine, dont le bilan s'établit comme suit: 5 378 pieds de cannabis détruits, 1,4 kg d'ice saisi, 2,8 kg d'herbe de cannabis également. Et au titre des avoirs criminels, plus de 13 000 € saisis, dont en réalité quasiment 1 500 000 francs en numéraire. Ces résultats s'expliquent aussi par une montée en puissance des contrôles routiers et des perquisitions. En 2023, par rapport à 2022, il y a eu 42% de faits supplémentaires, mais ça c'est dû à l'activité des services de la gendarmerie. Et ça montre qu'on intensifie toujours plus notre combat contre cette drogue qui gangrène la société, qui touche des enfants de plus en plus jeunes. Une pression exercée sur les trafiquants et les consommateurs qui reçoit une approbation de la population. Il faut qu'ils multiplient les contrôles parce qu'il y a trop de personnes qui font des choses qu'il ne faut pas, quoi. Et puis comme les jeunes là qui en deux roues, quand ils passent en deux roues là, ils se croient tout permettre, ils te coupent la route comme ça et ça c'est pas top. Donc pour vous, là, ce genre de contrôle, il faut y aller. Il faut y aller et il faut se renforcer, surtout le long week-end là qui arrive. Il y aura toujours des couillons sur la route. Pardon. Oui, c'est un fléau pour notre territoire, donc c'est bien qu'ils fassent leur métier. Pour les gendarmes et l'équipe cynophile mobilisée, pas de cible précise. L'idée est de contrôler chaque citoyen. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est vraiment, on contrôle toutes les personnes qui se présentent à nous, qu'elles soient à pied ou en véhicule. Ce contrôle nous permet de contrôler l'identité des personnes, mais aussi de fouiller les bagages et les véhicules. Donc c'est un atout que l'on n'a pas tout le temps et qui nous permet justement de vérifier ça et de rechercher en l'occurrence du stupéfiant, mais aussi tous les produits qui peuvent lier aux infractions de vol ou de recel. À l'approche des Jeux Olympiques, ces opérations Place Nette devraient monter en puissance sur les routes du Fénois. Les gendarmes sont aussi mobilisés sur Internet. Une équipe spécialisée en cybercriminalité a permis cette semaine de saisir 169 pieds de cannabis et de fermer 4 sites Internet qui revendaient du pack à lolo et des graines.
En politique, tout juste abrogée, la loi fiscale du gouvernement est de retour à l'Assemblée. Le texte a été débattu ce matin en commission de l'économie et des finances. Difficile de savoir s'il va rester tel quel ou être modifié tant les discours divergent. Voyez les explications dans ce reportage de Laure Philibert et Esther Parao-Cordet. Les représentants de la majorité derrière le président de l'Assemblée ce matin. Au lendemain de l'annonce de l'annulation de la loi fiscale par le Conseil d'État, les élus du groupe Tavini Atira sont venus nombreux en commission de l'économie, à commencer par le chef de file Oscar Temaru, une commission où le même texte était proposé. Je dirais qu'il y avait surtout eu un manque de sincérité dans toutes les réponses qui nous ont été apportées, même limite mensonger, je dirais, sur l'impact de cette loi fiscale. On a beaucoup manqué d'éclairage chiffré et surtout, on était très étonnés de l'attitude de la majorité et du président de l'Assemblée qui n'ont pas dit un mot. Il y avait l'opportunité là de revoir sa copie, de tenir compte de tout ça, de faire un bilan d'étape à 3 mois et de modifier. Et le président du pays semblait aller dans ce sens-là. Lorsqu'on entend en séance de commission un ministre de l'économie qui est dans le déni total en nous disant « Ah ben non, on ne va rien changer », que finalement, oui, le président a dit qu'il y aurait ça, mais on verra. On s'est réunis, mais en fait, c'est flou. C'est finalement au travers d'une conférence de presse que le président de l'Assemblée s'est exprimé sur cette annulation. Si plusieurs élus de la majorité étaient à ses côtés, personne n'a pris la parole pour aller dans son sens. Il aurait peut-être fallu que la commission me présente quand même un rapport, puisque le texte a été adopté. La majorité a adopté le texte. Et ensuite, qu'en séance, le gouvernement revienne avec les 2 articles pour les retravailler en séance. C'est peut-être ce que ça veut dire. Mais si tel est le cas, on reste sur notre faim. Hier, le président du pays prenait acte depuis Singapour de ce problème de forme. Mais pour le président de l'Assemblée, même s'il a le soutien de la majorité, ce texte ne correspond pas tout à fait à ce qui était attendu. Nous attendions une réforme qui correspondait à un message politique délivré lors de la propagande électorale, et on vient avec une modification de certains textes, avec quelques petites taxes dedans. Et bien entendu, même le gouvernement n'était pas tout à fait satisfait. Quand ce texte sera examiné en séance plénière, aucune date n'est avancée. La représentante non inscrite Nicole Sanquer en appelle au haut-commissaire. J'interpelle le haut-commissaire qui doit prendre des mesures parce qu'aujourd'hui, depuis l'annulation de la loi fiscale, le budget de notre pays est insincère. Oscar Temaru s'est exprimé et pour lui, c'est l'indépendance, la solution. Donc, chiche. Le haut-commissaire qui justement effectuera demain une visite de la commune de Paea dont le maire n'est autre que Tony Géros. Il est donc probable que la question soit évoquée. Et le président de l'Assemblée est justement notre invité ce soir, Anthony Géros. Yaorana. Bonsoir Emma. Donc le Conseil d'État parle d'une procédure irrégulière sur la forme, c'est le fonctionnement de l'Assemblée qui est mis en cause. Certains actes ont même été qualifiés d'antidémocratiques ou encore de détournement de pouvoir. Admettez-vous que vous auriez dû agir autrement ? Oui, certainement, puisque la censure nous a valu l'annulation du texte. Mais toujours est-il qu'en l'absence de cette censure, en l'absence d'interprétation du Conseil d'État, nous n'avons fait qu'appliquer une disposition du règlement intérieur qui me donne la possibilité de convoquer la commission. C'est l'article 63. Mais en allongeant son interprétation, il nous explique que cet article, même si ça n'a pas été écrit comme ça, ne pouvait être sollicité que pour la situation dans laquelle on se trouverait si un président de commission ne convoquerait pas, refuserait de convoquer ses membres. Là seulement, je pourrais user de cet article 63. Bon, je veux bien, mais moi je me pose une question. Qui a écrit ce texte? C'est nous. Vous remettez en cause l'avis du Conseil d'État? Écoutez, c'est nous les législateurs. On ne pense pas tout à fait comme lui. Oui, certes, il a raison, c'est un cas d'espèce, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les situations dans lesquelles on s'est trouvé, c'est-à-dire qu'un texte n'a pas été adopté complètement, puisque 2 articles ont été réformés, et le texte n'a pas été rejeté totalement.
Et donc, devant ces deux cas d'espèce, j'ai utilisé la solution médiane qui me permettait, jusqu'au moment de la décision, d'utiliser l'article 63 pour réunir à nouveau la commission et solliciter de la commission le règlement et le rétablissement de ces deux articles qui ont été exclus du vote de la loi globale. On l'a vu dans le reportage, l'opposition affirme, je cite, que le ministre est dans le déni, qu'il n'y a pas de feuille de route, pas de décision et pas d'évaluation de la situation, et que ce matin, la majorité était assez silencieuse en commission de l'économie et des finances. Que leur répondez-vous ? Il ne faut pas exagérer, hein. Une minorité, c'est une minorité, une majorité, c'est une majorité. Si tout le monde y est allé de son point de vue, on serait encore en commission là, à l'heure où on débat en ce moment. Le texte a donc été attaqué sur le fond par l'opposition, mais également par l'ordre des avocats et certains promoteurs immobiliers. Le gouvernement a annoncé que des corrections allaient être faites. Aujourd'hui, savez-vous de quel changement est-ce qu'il va s'agir ? Aucune idée, mais en tous les cas, j'ai reçu tardivement là, ce soir les conclusions du rapporteur public qui est assez explicite sur le fait qu'il trouve infondé le rejet sur le fond de certains articles, dont ceux qui sont évoqués par les recours qui se sont exprimés lors de l'annulation, en partant du fait que sur certaines jurisprudences qu'il a évoquées dans son dispositif de rapport, il ne trouve pas fondé la possibilité d'invalider ces articles. Du côté du gouvernement, c'est le président du pays qui s'est exprimé sur l'annulation de la loi. Le ministre de l'économie, qui est pourtant sur le territoire, est resté silencieux. Il n'est pas venu en plateau hier soir lorsque nous l'avons invité. Ce fonctionnement de l'exécutif vous semble-t-il normal ? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser au président du pays, parce que c'est lui qui est le maître d'œuvre en la matière, et normalement, les ministres, jusqu'à preuve du contraire, doivent obéissance à leur président. Ce recours, ce n'est qu'une petite partie de ce qui inquiète les élus de tous bords confondus au sein de l'Assemblée. Ce matin, vous avez dit attendre avec beaucoup d'espérance une réforme fiscale. Selon vous, elle tarde à arriver ? Oui, parce que nous sommes dans cette attente depuis que nous avons été élus aux affaires du pays. Parce qu'on a fait une grande annonce en disant qu'on va supprimer la TVA sociale, qui représente quand même 9 milliards. Et cette annonce impacte le nouvel équilibre de la PSG. Donc on attend de voir venir ce nouvel équilibre. On attend également que véritablement on s'attaque sur le fond au code des impôts pour essayer de voir comment on peut à travers ce code des impôts agir en matière de cherté de la vie, essayer de redonner un peu plus de pouvoir d'achat à la population. Mais toutes ces questions n'ont jamais été abordées jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on lance un appel à nouveau au gouvernement pour qu'il revienne vers nous avec des propositions de ce genre et non pas des petites lois comme celle-là qui posent plus de problèmes que n'en créent de solutions. Les derniers événements, vous venez de le dire, mettent une fois de plus en exergue les dissensions au sein du Tavini Ouir Atira, notamment entre l'exécutif et le législatif. Le Tavini ne risque-t-il pas d'imploser avant la fin de la mandature ? Il ne faut pas exagérer. Le Tavini, je prends la parole en tant que vice-président du Tavini, est bien campé dans ses bottes. Le Tavini a arrêté des positions politiques assez claires. Et jusqu'ici, et ce n'est pas une petite loi fiscale comme ça qui va remettre en cause son équilibre. L'absence du président du pays a été soulignée, ou plutôt pointée du doigt par de nombreux élus ce matin à l'Assemblée. Quel est votre avis sur la question ? C'est vrai que on aurait voulu qu'il soit présent avec nous. Maintenant, c'est son gouvernement. Son gouvernement avait le devoir de venir défendre un texte. Et si je peux soutenir un peu le ministre qui était présent parmi nous ce matin, il faut bien savoir que nous sommes en face d'un budget, c'est-à-dire d'un acte prévisionnel, et que contrairement à ce qu'évoque l'opposition, la minorité, un acte prévisionnel, il ne peut pas être réalisé à 100%. D'ailleurs, on verra lorsqu'on examinera l'exécution de cet acte au mois de juin prochain, on verra bien que sur les 100% de cotation qu'on a adopté dans le budget, on en réalisera peut-être 70 ou 80%. Donc il ne faut pas raisonner à la lettre ou au chiffre près, comme certaines déclarations que j'ai entendues de mes collègues de la minorité. On est juste sur un budget.
En parlant de du déplacement à l'étranger de Moitai Broderson, vous aussi, vous allez bientôt quitter le territoire, vous allez vous rendre au Venezuela. Pouvez-vous nous éclairer sur l'objectif de ce déplacement ? Alors d'abord, je ne vais pas y aller si je ne suis pas invité. Donc en principe, la présidente du comité des 24 devrait m'inviter, puisqu'elle a appris que j'ai créé une commission de décolonisation au sein de l'Assemblée. Et en fait, notre participation à ce séminaire va pratiquement dans le sens de la résolution qui a été prise le 17 mai 2013, lorsque la Polynésie a été réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Donc tous les ans, le comité des 24 se réunit en conclave dans le cadre d'un séminaire pour commencer à construire la résolution qui va aboutir donc, à l'Assemblée générale au mois de décembre de la même année, au niveau de l'ONU bien sûr. Et donc la pierre angulaire, la pose de la première pierre va se faire lors de ce séminaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé donc, à la présidente du comité de 24 de bien vouloir nous inviter parce qu'on souhaite véritablement que, enfin, pour la première fois, l'État entame le dialogue sur la décolonisation qu'elle a refusé d'entamer depuis le 17 mai 2013. Eh bien, merci beaucoup Anthony Giros pour toutes ces précisions. Merci. Et on referme cette page politique pour s'intéresser à un concept de Nouvelle-Calédonie, les cantines à l'unisson. Le principe est simple, proposer des plats avec un maximum de produits locaux en fonction de la saison et des quantités disponibles. Les instigateurs du projet ont rencontré les élus au service du pays à Rayatea. Le concept pourrait bientôt émerger au Fénoua, comme l'a constaté Jessica Doucet. En fonction des produits de saison, de leur diversité et des quantités disponibles pour répondre aux besoins nutritifs des enfants, les chefs de cantine préparent un menu spécifique. Avec le concept Les cantines à l'unisson, l'objectif est de proposer une journée de temps en temps un même repas dans toutes les cantines scolaires en intégrant un maximum de produits locaux. Au moment où on va célébrer avec les enfants, un grand nombre de repas vont être produits avec des produits locaux, là où la nature elle est en abondance. Et souvent, il y a des surproductions et c'est avec ce grand nombre de couverts, avec les chefs de cantine qui sont reliés, qui sont unis, qui sont à l'unisson, qu'on va pouvoir absorber ces surplus de production ou une grande quantité de produits locaux. Manger des produits locaux, c'est bien, mais finir son plat pour éviter le gaspillage, c'est encore mieux. Pacific Food Lab a un moyen imparable pour y remédier. Moi, en tant que chef, c'est qu'on va aller chercher le succulent. On va partir de l'estomac de l'enfant. On va essayer de voir ce qu'il aime manger. On va l'intégrer aussi à travers des projets pédagogiques pour créer le menu. Et on va apporter du goût. On va arriver à rendre appétissant un menu par sa présentation, par la façon dont on va en parler. Alors, quand c'est bon, il y a moins de gaspillage, c'est certain, mais à condition que l'enfant y soit impliqué. L'opération séduit les élus de Rayatea et Taha, précurseur du projet du Fa'apu à l'assiette. La commune de Taputapuatea est sensible à ce type de démarche. Le maire, qui est aussi président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, s'engage à promouvoir la mise en place de l'opération sur les deux îles. Avec Cantine à l'unisson, c'est de regrouper entre l'école primaire, les communes, donc nous avons le SPC, le département de la restauration scolaire. Au niveau secondaire, le lycée, le collège de Faro, l'école catholique, l'école protestante, nous allons nous regrouper, nommer un référent. On pourra cibler, on pourra programmer un programme sur une semaine, sur 2 semaines, le même menu sur l'ensemble de l'île de Rayatea. Les agriculteurs bio seront associés au projet. Reste à se pencher sur le coût de revient d'un repas. En Nouvelle-Calédonie, un repas coûte en moyenne 220 francs contre 500 francs voire plus au Fénoua. Et on referme cette édition par ces images de l'exposition Rotou à la Maison de la Culture. Elle est organisée par 2 artistes, Myriam Abono et Hinatea Colombani. Elle propose une 40aine d'œuvres sur toile et sur tapa. Le duo a voulu revisiter des symboles polynésiens tout en utilisant un savoir-faire ancestral. La préparation de l'exposition s'est faite sur 3 mois, mais le projet a mûri depuis près de 8 ans. On écoute Myriam Abono au micro de Nicolas Pérez et Merete Atto. C'est important d'avoir des racines, c'est important de connaître sa culture, mais que le passé, il a aussi du sens si on le projette dans l'avenir. Et donc du coup, il y a cette idée de recréer un imaginaire collectif autour de peut-être de nouvelles
façon de représenter la nature et puis aussi de façon plus profonde, surtout pour Inatea, dont tout a été fait localement. Ils ont battu tous les tapas, ils ont créé tous les pigments. Donc il y a aussi toute cette réflexion par rapport à la nature polynésienne, à la façon dont on peut l'exploiter, la réutiliser pour la magnifier, notamment au travers du travail du tapa. Et j'avoue que moi, par exemple, ça m'a apporté beaucoup parce que au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser les pigments d'Inatea et de Moé. Et en fait, ça a été aussi une aventure dans l'aventure parce que en fait, on a réalisé que, par exemple, le noni ne réagissait pas de la même façon sur le tapa et sur une toile. Et à noter que vous pourrez vous rendre à cette exposition jusqu'à samedi. Et c'est sur cette information que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Nouï. Juste après, soirée hommage au cinéma Danton avec le film Cavalier du Crépuscule. Très belle soirée à tous sur notre antenne et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.